On va s'interroger maintenant sur la fracture à droite dans quelques instants, mais juste avant, comment la gauche se positionne-t-elle par rapport à cette nouvelle donne, Léa? Et oui, on va recevoir dans un instant Benoît Hamon pour le Parti Socialiste, mais d'abord c'est Jean-Luc Mélenchon que nous allons accueillir maintenant. On vous dit merci et on accueille Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est en direct. Madame. Monsieur Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, soyez le bienvenu. Première question, c'est à vous Léa. Emmanuel Macron, 39 ans, Édouard Philippe, 46 ans, tous ces nouveaux visages aussi issus de la société civile qui entrent au gouvernement, tous ces jeunes qui se présentent aux législatives qui étaient là sur ce plateau. Est-ce que vous reconnaissez qu'Emmanuel Macron, avec ses nouvelles nominations, avec ce nouveau gouvernement, donne un coup de neuf, un coup de jeune, un coup de frais sur la politique? Non. Non. Ça me fait même l'effet inverse, parce que ce sont de très vieilles idées dans des corps jeunes, pour un certain nombre d'entre eux, mais tous ne le sont pas. D'autres sont même plus âgés que moi, ce qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Vous avez l'impression que ce que vous avez entendu juste avant, c'était de la des langue idées... de bois. Ah, vous avez l'impression que ces jeunes femmes, on vient de passer c'était... 20 minutes, on n'a pas entendu parler un instant de quoi que ce soit qui concerne la vie des gens, car ce pays pâtit et souffre. Vous auriez pu, par exemple, demander à monsieur le nouveau porte-parole, est-ce que le gouvernement compte téléphoner à PSA et à Renault pour que l'entreprise GMS puisse redémarrer, puisque ça dépend de deux commanditaires dans lesquels l'État est actionnaire. Il aurait pu le décider. Un coup de téléphone, c'est réglé. Et vous avez 267 personnes qui tout d'un coup revivent et qui sont aujourd'hui à bout de nerfs. Vous savez, ils ont mis des bonbonnes de gaz et tout ça. Attention, je vous dis attention, ces gens-là sont à bout de nerfs. Et des gens comme ça, il y en a plein le pays. Alors après, j'aime mieux vous dire qu'eux, ils n'en ont rien à fiche de l'âge du capitaine et de la couleur de la voiture. Hein. Ce n'est pas leur sujet. Voilà. Donc, alors, oui, M. Macron a quand même absolument réussi quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, quoi? D'avoir fait en France ce qui semblait impossible à tous les libéraux du monde, un gouvernement de grande coalition, comme c'est le cas à peu près dans tout le reste de l'Europe. Il a réussi ça, c'est-à-dire à effondrer les deux partis traditionnels qui ne savent plus quoi faire, LR et le PS. Là, vous aviez sur le plateau un membre du PS, vous n'avez pas entendu dire qu'il était exclu, celui-là. Vous ne lui avez pas posé la question, mais il fallait lui demander. Ils sont 4 comme ça. Et le premier secrétaire du PS lui-même dit qu'il sera vigilant, je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'une fois que ce qui restera de candidat PS sera élu, eh ben, ils recommenceront à se ventiler, les uns dans l'opposition, les autres dans la majorité. Donc il a réussi à faire, vous lui reconnaissez ça? Ah bah oui, il a gagné, c'est pas rien. Et Nicolas Hulot, jamais il a accepté de faire partie d'un gouvernement. Oui. La prise de Nicolas Hulot, vous avez dit c'est un crève-cœur. Oui, pour nous, bien sûr, c'est un crève-cœur, parce que, moi, ça, je ne retirerai pas mon estime personnelle à Nicolas Hulot, que je connais et que je fréquente, mais je pense qu'il a fait une lourde erreur du point de vue des idées qu'il défend. Il y va avec beaucoup de naïveté, il pense qu'il va changer tout à lui tout seul. C'est un homme qui a beaucoup de mal à intégrer la logique des rapports de force, il ne comprend pas ça. Et pour lui, il se dit, comme j'ai une bonne idée et que je vais bien la défendre, tout le monde va être d'accord. Mais non, pas quand vous êtes dans un gouvernement dont le Premier ministre est un nucléariste avéré, pas quand vous avez comme ministre de l'Agriculture un gars qui a voté contre l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, Bon, bref, des gens qui sont engagés, qui savent ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas lui céder parce qu'il arrive. Donc je pense que dans 1 mois et demi, 2 mois, M. Hulot va découvrir qu'il est tout seul là-dedans, comme l'a dit M. Corbière, comme une espèce d'ours polaire dans le Sahara. Je reviens un peu sur le titre de notre émission, La Nouvelle Donne, et sur ce que vous disiez sur cette réunion des partis de gouvernement de droite et de gauche. Est-ce que ce à quoi on assiste, c'est à une clarification de la politique, étant donné qu'on voit qu'il y a des gens de la gauche et des gens de la droite qui sont finalement d'accord sur l'essentiel? C'est une clarification bienvenue de la vie politique, Jean-Luc Mélenchon? D'une certaine façon, oui, Monsieur Pujadas, parce que du moins le tableau est-il lisible? Et peut-on maintenant envisager d'avoir des débats plus honnêtes qu'ils ne l'ont été dans le passé, où les uns s'habillaient en gauche alors qu'ils ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc vous avez en gros, le nouveau paysage est le suivant. Au milieu, la grande coalition qui applique la feuille de route de la Commission européenne, que l'on connaît. Ça va être l'adoption du CETA, vous savez, l'accord de libre-échange. Attention, il a dit qu'il avait reculé sur le CETA. Ah ben tant mieux, ça Il avait nommé une commission qui va expertiser. Une commission, mais
la discussion à la fin, c'est oui ou non. C'est pas une commission et on a eu le temps largement d'en discuter. Mais très bien, Madame Salamé, j'en suis content et ça me réjouit beaucoup qu'il ait changé d'avis. Vous nous annoncez ce soir sur France 2 que le CETA ne sera pas adopté par la France. Non, absolument pas. J'ai pas dit ça. Bon. J'ai dit qu'il avait amendé sa position. Amendé sa position. Bon. Donc écoutez, on a une grande famille voilà. social-démocrato-libérale. Non, libéral. Enfin, il faut appeler les choses par leur nom. Mais il n'y a pas de honte à être un libéral. Non, les sociaux-démocrates. C'est un programme politique qui a sa cohérence, qui a les gens ont le droit de choisir ça. Nous sommes en démocratie quand même. C'est pas la guerre civile. Et puis vous avez ensuite, il y a deux alternatives. L'une qui est celle de l'extrême droite, comme dans tout le reste de l'Europe. C'est-à-dire des gens qui pensent que le problème, c'est de régler ma tribu, on est chez nous, on veut entendre parler de rien ni de personne, et puis la famille humaniste. Et le hasard et la bataille politique, et la famille de l'humanisme écologique et social que je m'efforce d'incarner. Les circonstances m'ont confié la responsabilité d'être celui qui doit faire une proposition à cette famille politique. Car 7 millions de personnes ont porté leur voix sur ma candidature, dont 80% ont été convaincus par ceci, c'est-à-dire un programme, un contenu, pas simplement ma personne, ou bien, comme ça arrive dans une élection, c'est bien normal, le vote par défaut. On se dit, je vote pour lui, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça ne fait rien, il me semble que. Et puis, donc c'est à 7 millions de personnes, 500 000 personnes qui donnent leur adhésion au mouvement La France Insoumise, donc ça me crée des responsabilités et des devoirs. Pourquoi Pardon. Allez-y, Léa. Mais si vous voulez, je continue. Hein. Non. Pourquoi on vous sent amer, Jean-Luc Mélenchon, depuis le soir du premier tour? Il y a comme une amertume, une colère, comme si vous n'arriviez pas à digérer la défaite. Mais, madame, je ne suis ni amer ni en colère, regardez-moi. Vous faites l'effet d'un homme en colère ou amer. Ce soir, je dois dire que vous êtes un peu plus jovial, mais les dernières prises de position, vous étiez très en colère, comme si vous avez volé la victoire, vous avez même parlé de triche, comme si vous aviez du mal à digérer. Vous avez dit que c'était une élection digne d'une république bananière. Non plus, je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit, chez Jean-Jacques Bourdin. Non, madame. Bon, écoutez, madame Salamé, oui, allez. Vous êtes content? Non, voilà. On va vérifier. Alors, oui, on va vérifier, on connaît ces numéros-là. Laissez-moi vous dire la chose. Quand, à 600 000 voix près, 1,70 vous passe l'honneur d'être présent au deuxième tour de votre pays, et qu'à 600 000 voix près, vous ratez le fait d'envoyer Mme Le Pen, de la renvoyer à la maison, eh bien, pardon d'être comme ça, je ne suis pas un journaliste qui peut passer de 40 morts dans un accident de car, et maintenant passons, victoire au rugby, d'accord? Je ne sais pas le faire. Vous voyez, quand ça me passe au bout des doigts comme ça, eh bien, je suis triste, oui. Et à ce moment-là, je pense à tous ces braves gens qui s'étaient dit, bon sang, si c'est lui, on va avoir les salaires qui vont augmenter. Si c'est lui, il va y avoir la cantine gratuite. Si c'est lui, on va sortir du nucléaire. Et qui, tout d'un coup, stupéfaits, voient tout ça leur passer devant le nez et se disent maintenant, on va devoir manger pour potage de deuxième tour une contrainte, ou bien M. Macron, ou bien Mme Le Pen. Juste une question là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Pardon, mais c'est pour dire, il y a là-dedans pour votre état d'esprit, la réaction normale d'un être humain. Et après, c'est mon devoir de tourner la page et vite de passer à la suite, parce que je crois que je peux gagner l'élection législative. Parce que si je reste fidèle à ce programme, pas si je fais des magouilles avec tout le monde, hein, mais si je reste fidèle à ce programme avec mes amis, si, comme vous savez que j'y suis arrivé, nous sommes arrivés à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine et de l'outre-mer. On va en dire un mot. Par conséquent, ça signifie que partout on va pouvoir voter pour les idées pour lesquelles on a déjà voté au présidentiel. Laissez-moi terminer là-dessus. Si ces 7 millions de personnes se retrouvent dans le vote des législatives, mes candidats de la France Insoumise, ceux qui auront le FI là, eh bien ils seront présents dans 78% des circonscriptions au deuxième tour. Ça veut dire que c'est à portée de doigt. Vous savez comme moi, vous êtes des observateurs de la vie politique, que tout ça est très volatile aujourd'hui. Non, les Français n'ont pas voté pour le programme de M. Macron. Eh bien, on va voir dans une circonscription, la vôtre, celle de Marseille, je suis candidat. Celle où vous êtes candidat. On va voir quel est le sondage de nos amis d'Aris Interactive avec Jean-Daniel Lévy. Le temps qu'il s'installe, Jean-Daniel Lévy, une petite question, parce qu'on entend beaucoup qu'il y a une nouvelle ambiance politique. Vous, Jean-Luc Mélenchon, si vous avez un groupe parlementaire ou même quelques députés et qu'il y a des projets de loi d'Emmanuel Macron qui recueillent votre assentiment, est-ce que vous voterez pour ces projets de loi aux côtés de ces députés? Personne n'est... D'abord, vous supposez que je suis dans l'opposition, là. Oui. Donc, si vous êtes dans l'opposition. Alors, si j'ai déjà perdu... Après, on verra le sondage. On verra le sondage, peut-être qu'on sera sur une autre oui, mais je veux dire, je crois, moi, la situation ouverte. Permettez-moi de le rappeler. Après,
vous me parlez du rapport à la politique et à l'intérêt général. Voilà. Mais l'intérêt général, les uns et les autres, nous n'en faisons pas la même idée. Bien entendu. Bon, par conséquent, je ne vois pas M. Macron se dédire de sa ligne politique libérale. Et évidemment que je m'y opposerai. Je n'imagine pas un instant, si je ne suis pas majoritaire, de combiner avec le pouvoir. Nous serons une alternative. C'est comme ça que vit la démocratie. Après, au fil des textes de loi, ça arrive souvent qu'il y a ceci, cela, vous dites, bon, ça, c'est pas trop bête. La moralisation. Mais on verra ce qu'il y a dans le texte de la moralisation. Mais ce n'est pas ça le fond. Le fond, c'est que les Français ont le droit de choisir et d'avoir des alternatives. Vous savez, la démocratie, c'est pas que d'accepter de gagner. Des fois, il faut accepter de perdre aussi. Et il faut que le peuple puisse avoir tout le temps le choix. La liberté du peuple, c'est notre diversité. Le consensus, c'est la dictature. Jean-Daniel, on attend avec impatience les résultats de votre première enquête sur cette circonscription où se oui, présente là, Jean-Luc c'est Mélenchon à Marseille. Oui, donc c'est une enquête récente qui a été faite hier et aujourd'hui et qui vient de se terminer. Un peu plus de 600 personnes représentatives qui habitent dans la circonscription. On leur a proposé l'ensemble de l'offre électorale. Et dans ce contexte-là, et je pense qu'on va le voir s'afficher, les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon sont assez flatteuses. 35% vous sont aujourd'hui attribués. Devant Patrick Minucci à 13%, Corinne Versini 26%. Corinne Versini, La République En Marche. C'est la candidate de la candidate parti d'Emmanuel Macron. Républicaine et UDI 9%. La candidate du Front National à 12%. Et les autres candidats, parce qu'il y en a un certain nombre, qui cumulent au total 5%. Ce qui est extrêmement frappant, dans le cadre de cette circonscription, alors que nous avons un député sortant qui s'appelle Patrick Minucci, alors qu'il avait réalisé plus de 33% des voix lors de la dernière élection législative en 2012, c'est que nous avons à peu de choses près le décalque de l'élection présidentielle quand on regarde par grande force politique. Vous aviez réalisé... Lui fait mieux que M. Hamon et moi, je ne m'explique pas, mais bon, c'est bien, 35, je suis content. Attendez, attendez. Donc c'est effectivement un petit peu moins pour vous par rapport au score que vous aviez réalisé en tant que candidat à l'élection présidentielle. Patrick Minucci bénéficie de sa notoriété, de son implantation locale pour gagner quelques points, mais ça n'est pas suffisant. Et puis également, dans un mouvement national, la candidate En Marche a un score qui lui est aujourd'hui promis, qui est plus important que le score qu'avait réalisé Emmanuel Macron dans cette circonscription. C'est impressionnant. Est-ce que vous avez testé un deuxième tour, Jean-Daniel ? Oui, David, on a testé un deuxième tour. On va le voir s'afficher, et avec une logique, qui est une logique issue du premier tour. Vous pouvez le voir, 56% d'intention de vote en votre faveur, 44% en faveur de Corinne Versini, la candidate de La République En Marche. Et on peut voir que d'une manière générale, au sein de la gauche, et même parmi les électeurs de Patrick Minucci de premier tour, on a des électorats qui se reportent plus en votre faveur qu'en faveur de la candidate d'En Marche. Et avec ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le cadre de la campagne présidentielle, une forme de fluidité des comportements électoraux entre ceux qui avaient l'intention de voter à l'époque pour le candidat socialiste, c'est-à-dire Benoît Hamon, et ceux qui avaient l'intention de voter pour vous, qui se traduisent et qui se manifestent ici dans le cadre de cette circonscription. Il y a moins de tristesse. Ce n'est qu'un sondage. Comme ça fait plaisir, je le prends. Bon. Attention, on est à un mois évidemment du scrutin, c'est une photographie. Voilà, les sondages sont une photographie et pas une prévision du vote. Voilà. L'élection est loin d'être faite. Moi, je suis allé à Marseille parce que sur une vision stratégique, j'ai choisi Marseille parmi les grandes villes dans lesquelles je suis arrivé en tête. J'aurais pu aller à Évry puisque je suis devant M. Valls. J'aurais pu aller même au Havre puisque je suis devant le Premier ministre. Vous auriez pu retourner à Hénin-Beaumont. Par exemple, j'aurais pu retourner à Hénin-Beaumont. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que j'ai changé de ligne stratégique sur ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut plus combattre le Front National, forcément? Voilà, exactement ça. C'est exactement ça. Alors, vous n'avez pas une autre hypothèse à me proposer? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je vous pose Vraiment, la question. Vous trouvez que c'est une question? Pour vous, c'est une question de dire à un homme comme moi, vous pensez qu'il ne faut plus combattre le Front National? C'est une interrogation. Ah bon, d'accord, Mélenchon. Pourquoi vous n'allez pas une à question. Hénin-Beaumont? Parce que, madame, je vais à Marseille. Voilà. Mais on vous demande Écoutez, pourquoi. donc je n'ai pas de. Eh bien, j'étais en train de l'expliquer, mais alors en me demandant pourquoi j'allais pas à Hénin-Beaumont. C'est une question absurde, donc. Ah, carrément. Ma vision, j'ai dit, j'ai une responsabilité politique. Je le sais. On voit au résultat qu'il y a là. Le temps que les autres éclaircissent leur situation, c'est-à-dire le Parti socialiste, qui maintenant est partagé entre ceux qui, une fois élus, iront voter Macron, et ceux qui ne voteront pas Macron. C'est mon plus grand problème. Vous vous souvenez que j'ai tendu la main à M. Hamon, quand il a dit il faut faire l'unité. J'ai dit, oui, mais sortez du PS, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Ce sont les alliances tuyaux de poil. Donc j'ai une responsabilité. Je me tournerai vers eux dès qu'ils auront fait la clarté entre eux. Moi, c'est ça, ma feuille de route. J'ai un programme et je veux sur ce programme. Pourquoi je vais à Marseille
entendez ça. La dernière fois, en 2012, on sentait que le danger était extrême avec Madame Le Pen. Et j'avais passé une partie de la campagne attachée d'entrer, de la sortir de son rail. Je n'y suis pas arrivé. Je suis allé à Hénin-Beaumont, je n'y suis pas arrivé. Nous avons eu une réflexion en profondeur sur ce qu'il fallait faire. Et vous avez vu que pour la première fois, dans cette élection, dans une série des bastions du Front National, nous l'avons fait reculer. Les observateurs ne contestent pas cette réussite que nous avons obtenue. Donc, je suis parti de cette idée. Comment créer une vague d'entraînement, d'adhésion dans le pays qui me permette d'être présent dans la situation politique qui va arriver. Parce que tout ce que vous avez vu sur ce plateau, c'est une apparence des choses. Il n'y a pas de base sociale pour la politique de M. Macron. Et donc, je vais à Marseille, pourquoi? Parce que Marseille, c'est la France en concentré. Et la circonscription dans laquelle je suis, je l'ai étudiée, c'est Marseille en concentré. C'est-à-dire des écarts extrêmes de pauvreté et de richesse, toutes sortes de problèmes et toutes sortes d'atouts. Si bien que cette ville doit pouvoir parler à la France. J'ai besoin d'être appuyé sur une base sociale qui permet de dire voilà les problèmes. Mais vous entendez de voir des gens, tant de vies brisées par le chômage et par la misère. Mais voilà. Jean-Luc Mélenchon, vous entendez le reproche qui vous est fait. Vous auriez pu aller à Marseille et aller dans une circonscription où le FN était haut. Dans celle-ci, il n'est pas très haut, le FN. Voilà. Non, mais de toute façon, je suis habitué à l'idée que quoi que je fasse, je mérite des reproches. On vous pose des questions. C'est juste des questions. Oui, mais on a le droit. Non, mais j'ai entendu ce que vous me dites. On me dit alors cette circonscription est facile, elle est tellement facile que le député sortant a perdu sa mairie. Bon, c'est pour dire. Mais pourquoi je ne suis pas allé Pourquoi je ne suis pas allé dans cette circonscription? Parce qu'il y a quelqu'un, elle s'appelle Sarah Swahili. C'est une doctorante en criminologie, c'est une championne du monde de boxe. D'accord? C'est une femme, elle coche toutes les cases, je viens pour l'aider. Vous verrez que tout le monde montera. Et j'ai l'espoir que ce soit elle qui batte le député Front National. Parce que cette femme est représentative de cette bigarrure de Marseille et de sa formidable capacité chez les pauvres et les humiliés à se sortir de leurs conditions par leurs études. Je suis extraordinairement fier d'avoir cette femme dans nos rangs. Et elle va gagner. Voilà pourquoi je ne suis pas allé. Et tous les gros machos du coin me disent « T'avais qu'à aller là-bas ». Non, je veux qu'elle gagne, elle. Jean-Luc Mélenchon, une question encore. Vous avez parlé de Benoît Hamon, qu'on recevra dans un instant et on lui posera une question sur vous et un éventuel accord avec vous. Mais vous n'êtes pas très tendre avec le Parti communiste, avec vos alliés du Parti communiste qui vous ont pourtant soutenu. Bah si, ils vous ont soutenu, non ? Ils vous ont soutenu. Oui, bien sûr. Ah bah voilà, j'ai cru que vous aviez oublié qu'ils vous avaient soutenu comme candidat à la présidentielle. Alors quand vous envoyez, alors c'est sorti dans le Canard enchaîné, ce SMS assassin à Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, en disant que le Parti communiste il n'y a vraiment pas un procédé qui vous répugnera. Était la mort et vous le néant. savez qu'un SMS, c'est une correspondance privée? Bah, là, c'est pas moi qui l'ai sorti, personnellement. Mais, donc vous êtes sûr que c'est un vrai SMS? Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous entendre avec le Parti communiste? Bon, posez la question comme ça, je vous réponds. N'allez pas chercher des SMS et je ne sais pas quoi, parce que ça me met les abeilles. Ça, c'est pas un procédé correct. C'est pas un procédé correct. On part de l'idée que c'est vrai, que c'est... Alors, que Pierre Laurent donne ses SMS, c'est son affaire. Mais qu'on ne vienne pas mettre... Parce que moi, je peux vous dire que ces SMS, je sais pourquoi il est donné. Ça arrive. Jamais vous avez des SMS un peu tendus, vous, avec votre époux? Ben, ça arrive, non? Allez, racontez pas d'histoire. L'émission prend une autre direction. Oui, mais non, elle prend pas une autre direction. Je veux dire que quand on est dans à Pierre Laurent quand on est dans la correspondance de cette nature, vous savez bien que les mots vont vite. Donc on ne peut pas prendre ces formules au pied de la lettre. Par contre, ce que moi j'ai pris au pied de la lettre, c'est ce qui était publié dans le supplément communiste de l'Humanité que j'ai là. Et où Pierre Laurent dit... En janvier, quand il pensait que j'allais me faire nettoyer par le Parti socialiste et qu'il était en train de discuter avec, il dit la France insoumise c'est un problème, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'accord. Et pourtant vous avez discuté, vous êtes vu 6 fois, vous avez discuté. Madame, pourquoi de le reconnaître. Pourquoi vous n'avez pas parvenu à un accord? Est-ce que c'est parce que vous imposez une ligne? En gros, il faut vous suivre absolument sur le programme, surtout. En marchant ou pas? Parce que sinon, vous savez, j'y trouve pas mon compte. C'est un peu ce qu'ils disent. Oui, mais Hollande a déjà dit que j'étais un dictateur, donc c'est pour ça que je vous aide à aller plus vite en besogne. Quel est le problème alors? Eh bien, si vous me laissez le dire, je vous le dirai. Je vous en prie. Bon. Le Parti communiste, d'abord, le mouvement communiste, c'est quelque chose de très divers, comme toute la société française. Il y a des gens qui sont communistes, qui ont une carte, des qui n'en ont pas, des qui l'ont été, mais qui n'aiment pas qu'on dise du mal du Parti communiste, et puis il y a l'organisation communiste. Et tout ça ne réagit pas de la même manière. J'ai dit aux dirigeants communistes que quand 7 millions de personnes votent pour ce programme, je ne peux pas aller les voir en leur disant « Écoutez,
Je me suis mis d'accord sur un coin de table avec mon vieux copain Pierre Laurent, et dorénavant, 50% du pays est appelé à voter pour un autre programme et pour des communistes, parce que j'ai fait un accord avec. Vous me comprenez? Je ne peux pas dire aux gens, je vous ai proposé de voter pour la sortie du nucléaire, mais maintenant je vous appelle à voter pour quelqu'un qui veut y rester. Je ne peux pas vous dire, je suis pour le droit de révocation par référendum des élus, mais je vous appelle à voter pour quelqu'un qui, lui, ne veut pas en entendre parler. Donc je leur ai dit, on ne peut pas se partager des places parce que ce monde-là est fini, comprenez-le. Les gens ont voté pour ça. Donc, premièrement, la base de notre élection commune, c'est le programme. Ensuite, il faut faire un groupe ensemble qui soit fidèle à ça. Bon sang, mais qu'est-ce que ça a de dictatorial de demander qu'on respecte l'engagement sur lequel on se fait élire? Mes amis communistes n'en ont pas voulu. Soit. Eh bien, qu'ils fassent leur vie. De notre côté, nous avons investi dans le cadre de la France insoumise une trentaine de communistes. Êtes-vous capable, Madame Salamé, de me dire où il y a un candidat de la France insoumise soutenu par la direction du Parti communiste? Non, il n'y en a pas. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le temps passe vite. Le temps passe vite, ça fait un peu plus de... Que les gens votent pour nous et ils auront une autre majorité. Merci à vous, sinon, Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Daniel. On vous retrouve à la fin de l'émission parce que cette fois, on aura un panorama général d'une de vos enquêtes d'intention de vote pour l'ensemble de ces législatives. Dans un instant, notre débat droite contre droite, la fracture, mais tout de suite, l'autre dirigeant, un autre dirigeant de la gauche, c'est Benoît Hamon qui nous rejoint, Léa. Et oui, Benoît Hamon, candidat malheureux à l'élection présidentielle avec un peu plus de 6%. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez bien écouté Jean-Luc Mélenchon. On vous fera réagir sur Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, David. Première question. Vous êtes un ancien rocardien, Benoît Hamon. Comme M. Castaner, oui. Voilà, Michel Rocard, qui avait rêvé en 1988, alors qu'il était Premier ministre, de faire l'ouverture et de faire la recomposition. Il avait un gouvernement d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez à Emmanuel Macron d'avoir réussi là où votre ancien mentor, Michel Rocard, avait échoué? Non. Pourquoi? Non, parce que Michel Rocard a toujours été attaché au clivage droite-gauche. Il a préconisé le compromis comme une méthode de gouvernement. Il a souhaité ouvrir à la société civile son gouvernement, mais il n'a jamais souhaité l'alliance gauche-droite pour gouverner la France. Jamais il n'a souhaité dépasser le clivage droite-gauche, dont il a toujours considéré jusqu'à la fin de sa vie que ce clivage restait pertinent sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions éducatives. Il était partisan. Il reconnaissait l'existence de ce clivage droite-gauche structurant la vie politique, mais il considérait que sur une législature ou sur un quinquennat, à l'époque c'était un septennat, il pouvait y avoir des majorités d'idées dans un gouvernement. Mais il pouvait, pourquoi? Parce qu'il avait une majorité relative, donc il faut rappeler l'histoire. Il n'avait pas la majorité tout seul. Donc il fallait aller trouver des majorités, notamment avec un certain nombre de parlementaires centristes. Mais relisez l'œuvre et l'histoire de Michel Rocard, et moi j'y suis attaché sur le fond. Michel Rocard est resté jusqu'au bout un homme de gauche, considérant que le clivage droite-gauche, même s'il devait être revisité, rediscuté sur des questions qui sont des questions importantes, j'écoute les débats depuis que je suis arrivé, on évoque assez peu ce qui est en train de se passer dans ce pays, et dans beaucoup de pays européens, il y a une révolution numérique qui bouleverse le travail. Autour du travail qui évolue, de notre manière de travailler, il faudra peut-être repenser le clivage droite-gauche. Autour du financement demain de la protection sociale, il faudra repenser peut-être le clivage droite-gauche. Et vous avez tenté de le faire, Benoît Hamon, mais ça n'a pas imprimé, comme on dit. Ça n'a pas convaincu. Ça n'a pas convaincu. Je pense que le nombre de ceux et celles qui aujourd'hui adhèrent au fond à ce projet est bien supérieur au nombre de ceux qui ont voté pour moi. Je pense que le Parti socialiste, d'un mot, a offert une image si misérable, finalement, de la politique à travers les trahisons, les comportements qu'on a pu tous constater. Et moi, je les ai vécus aux premières loges. Qu'assez naturellement, c'était une famille politique très peu désirable. Et très peu désirable, et pour laquelle, je crois, beaucoup de Français ont considéré qu'il était temps de passer à autre chose. Le temps dans lequel nous sommes, en clair, c'est qu'un cycle s'achève, un autre commence, et nous allons assister à une recomposition de la vie politique liée à ce qui est en train de se passer autour d'Emmanuel Macron. C'est voué à l'échec ou pas, ce que fait Emmanuel Macron? C'était ça la question de fond. Moi, je pense que le clivage droite-gauche va réapparaître sous de nouvelles formes, que nous sommes dans cet intervalle. Vous savez, il y a une très jolie définition de la crise qui est d'un immense penseur italien qui dit que la crise, c'est quand le vieux est mort
et que le 9 hésite à naître. Antonio Gramsci. Nous sommes dans cette zone grise-là. Penseur Un monde marxiste. s'achève, mais qui n'est pas seulement qui concerne le travail, ça concerne l'écologie, nos modes de développement, la démocratie, et un nouveau monde émerge. Mais- Nous sommes dans cet intervalle-là. Emmanuel Macron fait une synthèse entre la droite et la gauche, mais au passage, j'observe quand même que si je dois faire un commentaire sur son gouvernement, bonne chance à eux, sincèrement. Je souhaite qu'ils réussissent parce que, fondamentalement, je ne crois pas qu'ils vont réussir, mais je souhaite qu'après ce que nous avons vécu face à l'extrême droite, ça ne bascule pas dans l'échec tout de suite. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, qu'est-ce qu'il a fait comme choix ? Il installe un Premier ministre de droite, des ministres clés à l'éducation nationale, à l'économie de droite. Là où justement le clivage droite-gauche est fort, Oui. encore. Sauf que Et Nicolas Hulot. Mais, sauf que Nicolas Hulot, moi, Bah. c'est d'abord une personnalité pour laquelle j'ai un immense respect. Respect pour les combats qu'il a menés, pour le fait qu'il a joué les lanceurs d'alerte bien avant tout le monde. Bon, il a participé par sa parole, par ses écrits, par l'évolution qui a été la sienne, associant d'ailleurs la question économique à la question environnementale, ce qu'il ne faisait pas, à la prise de conscience qui est la mienne que il n'y a plus aujourd'hui de socialisme possible sans l'écologie au cœur de ce combat. Il fait un choix qui est celui de peser de l'intérieur. Écoutez, moi j'ai fait ce choix-là aussi, dans un gouvernement qui était de ma famille politique. Au bout de 2 ans et demi, j'espère que ça durera un peu plus longtemps pour lui. Mais vous voyez Je bien l'ai que ça n'a quitté. pas marché. Mais Ça n'a oui. pas- non, mais ça j'ai mais non. constaté que ça ne marchait Mais- pas quand une mais vous- orientation politique forte Mais vous noterez qu'elle est entrait en contradiction Oui, mais avec ces objectifs-là. vous noterez bien que là, c'est différent. Là, ils se mettent d'accord sur un programme. C'est-à-dire qu'ils valident tous le programme d'Emmanuel Macron, que ce soit Bruno Le Maire, Nicolas Mais Hulot moi, ou je Jean-Yves connais Le les Drian. positions. Ils Alors valident. Nicolas Hulot aurait renoncé à ce que finalement on arrête les boues rouges en Méditerranée. Il aurait renoncé à des engagements forts sur la fin du diesel. Il aurait renoncé à l'interdiction des perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils sont responsables de dizaines de milliers, sinon de centaines de milliers de maladies chroniques. Il aurait renoncé à tout cela. Je ne le crois pas sur le fond. Il n'a pas pu faire ce choix. Mais il va être confronté à ce qu'il y a de plus difficile et il le sait. C'est qu'outre les lobbies privés puissants qui influencent et influenceront ce gouvernement, il sera face à des hommes qui, eux, ne font pas ces choix-là. Le Premier ministre, pour commencer, le Président de la République lui-même, le ministre de l'économie, c'est-à-dire ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Bonne chance à lui. Je ne crois pas aujourd'hui que la pente, la trajectoire de ce gouvernement soit d'être un gouvernement écologiste. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon il y a un instant. Il dit il y a 3 pôles aujourd'hui dans la vie politique. Il y a le pôle centristo, lui dit libéral, centristo social-démocrate. Un pôle de gauche qu'il veut incarner seul et un pôle d'extrême droite. Et il l'a formulé récemment en des termes encore plus explicites. Écoutez. Non, monsieur, pas d'affaiblir le PS. Je veux le remplacer. C'est-à-dire que nous allons tourner la page. C'est clair. C'est clair. Oui, nous allons tourner la page des gens qui nous ont trahis pendant 5 ans. Alors, Benoît Hamon, la question est simple. Y a-t-il un espace aujourd'hui pour le Parti socialiste autour de ces 3 points? Moi, je pense que le socialisme n'est pas mort, surtout s'il se régénère par l'écologie politique notamment. Mais une fois qu'on a dit cela, le Parti socialiste ne représente plus cet espace-là. Il ne le représente plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est pour partie disqualifié par l'exercice du pouvoir, pas totalement, mais pour partie, et notamment aussi dans cette campagne électorale. Quand un parti ne soutient pas, ou l'essentiel des dirigeants, le candidat choisi lors d'une primaire, ça en dit long aujourd'hui sur, au-delà d'une faillite politique, une forme de faillite morale. Mais vous incriminez le Parti socialiste qui vous a pas soutenu. Est-ce que vous ne tirez pas l'enseignement de votre score? Non, des dirigeants qui sont responsables. Mais évidemment, j'ai ma propre responsabilité dans ce score. C'est même la première chose que j'ai dite le soir de mon échec. Je l'ai assumé totalement. C'est mon nom qui sera associé à ce score. Croyez que je n'avais pas pesé cette responsabilité dans l'état qui était celui du Parti socialiste? Croyez que je n'avais pas anticipé l'hypothèse selon laquelle beaucoup de dirigeants socialistes, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus socialistes dans leur tête, allaient probablement cheminer ailleurs? Oui, je l'avais anticipé, mais j'ai pris mes responsabilités. Parce que je considère que cet espace politique, et je vais répondre à votre question, parce qu'elle est importante sur Jean-Luc Mélenchon, cet espace politique, celui d'une gauche qui veut rester de gauche, transformer profondément la société, c'est-à-dire la rendre plus juste, plus douce, vis-à-vis de millions de gens qui désespèrent, mais en même temps en restant européens et en ayant un idéal démocratique puissant, cet espace existe. Et il ne peut pas être enseveli par la volonté hégémonique d'un seul. La gauche, et c'est l'enseignement de toute notre histoire, n'a conquis le pouvoir que quand elle se rassemblait. Et elle n'a jamais, jamais, jamais bien vécu
sous le joug hégémonique d'un seul. Mais Quand le Vous avez Parti- l'impression qu'il est hégémonique, Jean-Luc Quand on Mélenchon dit que le rassemblement ne peut se faire qu'à la condition que chacun quitte son... C'est pas une étiquette. Moi, j'ai des convictions qui sont des convictions politiques profondes. Et pourquoi vous ne Quand- quittez pas le Parti Socialiste, Benoît Hamon, quand on vous entend, quand vous dites ce que vous dites sur le Parti Mais Socialiste je pense que... Pourquoi vous ne le quittez Non, pas mais aujourd'hui, nous sommes dans des élections législatives. Dans ces élections législatives, il y a une menace de disparition de la gauche. Moi, je considère, et c'est ce que je voulais développer au départ, que le moment de la reconstruction de cette gauche a commencé. Et pour qu'elle se reconstruise, il faut qu'il y ait des députés de gauche à l'Assemblée nationale. Je dis bien de gauche, mais dans leur diversité. Des socialistes, des écologistes, des communistes, sans doute des députés de la France insoumise, et que ces députés de gauche résistent d'abord pour commencer à quoi ? À ce qui pourrait être le démantèlement du Code du travail. Moi, je ne crois pas, comme cela va se passer, probablement par ordonnance, c'est-à-dire sans même fondamentalement s'ouvrir à la négociation, à la discussion avec le Parlement, qu'il faille faciliter le licenciement des Français. Benoît Hamon, Mais c'est un débat David qu'on aurait pu Pujadas, avoir il y a un mois. Non, mais Les je- Français l'ont approuvé. Non, attendez, moi je vous dis ce qu'est ma conviction, c'est que ce n'est pas en facilitant le licenciement des gens qu'on les embauche plus facilement. Mais le Ce n'est vote- pas au demain, en remettant en cause le compte pénibilité, qu'on facilitera la retraite pour les Français Le qui ont suffrage. travaillé le plus dur. Oui, mais, mais dont acte. Mais vous reconnaîtrez aussi que quand le président de la République a 24% de votes en sa faveur, et derrière un second tour face à Marine Le Pen, où l'essentiel des Français votent quoi ? Emmanuel Macron, pour ne pas avoir Marine Le Pen. Il n'est Eh pas bien, légitime pour appliquer mais son évidemment programme, c'est qu'il ça est- que vous nous dites? Et la Ve République lui donne tous les pouvoirs, et même beaucoup trop, selon ma conviction. S'il fallait une chose aujourd'hui, c'est régénérer la démocratie, et ce que je vois, moi, surtout, aujourd'hui, dans ce nouveau pouvoir, c'est une très forte centralisation du pouvoir. C'est-à-dire que tous ces vices de la Ve République se concentrent dans le fait de constituer un gouvernement avec un Premier ministre qui n'a pas fait son gouvernement, qui n'a même pas choisi son principal collaborateur, son directeur de cabinet, et qui va être en situation d'appliquer le seul mandat que lui donnera le président de la République. Et bien, cette centralisation-là du pouvoir, à mon sens, elle va contre ce qui devrait être la priorité des politiques aujourd'hui, c'est-à-dire rapprocher les décisions politiques de ceux qui les concernent, Benoît c'est-à-dire les Hamon, citoyens. encore une phrase, vous allez faire campagne sur quel programme? Sur le vôtre, avec vos idées, celles que vous avez défendues pour la présidentielle, le revenu Évidemment. universel. Et toutes ces Mais- idées-là ont été gommées du Mais- programme du Parti Socialiste. Eh ben, La taxe sur les écoutez- robots, le revenu universel, la sortie du nucléaire, tout ce que vous aviez porté, ils l'ont gommé, ils l'ont effacé. Eh bien, je ne crois pas que ça portera chance à ceux qui ne défendront pas ces idées. Je vous le dis, moi je soutiendrai tous les candidats, quelle que soit leur étiquette, qui s'inscrivent dans ce projet-là et plus globalement veulent reconstruire la gauche à l'Assemblée nationale. C'est le point sur lequel je veux insister. La reconstruction de la gauche, elle passe par des députés à l'Assemblée nationale. Nous n'en aurons pas même quelques poignées, si cette gauche-là ne se rassemble pas. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'elle en soit très loin, tant elle est aujourd'hui finalement émiettée. Devrait être notre priorité, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Je le redis. Vous l'avez dit. Jean-Luc Mélenchon demande que l'on quitte nos partis respectifs avant même de discuter. Je ne pense pas que ça se passe, qu'on puisse demain avoir des députés si on fait comme cela. Mais j'insiste sur une chose. Moi, je soutiendrai des candidats communistes, des candidats écologistes ou des candidats socialistes partout en France. Contre un candidat de la France En Marche au deuxième tour éventuellement? Mais même au premier tour, contre des candidats qui ne m'ont pas soutenu, ne se sont pas inscrits dans un projet de gauche et ont soutenu Emmanuel Macron. Moi, je respecte le fait de choisir le projet d'Emmanuel Macron. Au nom de quoi, je dirais, c'est mal de le faire. Mais non, c'est parfaitement respectable. Mais ceux qui l'ont fait aujourd'hui, contre l'avis de leur propre formation politique, contre le résultat des primaires, doivent en tirer toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au Parti socialiste, c'est incroyable, des gens qui sont déjà partis chez Emmanuel Macron, des gens qui y restent mais ont été distingués par Emmanuel Macron qui n'est pas de candidat face à eux, d'autres qui aimeraient peut-être travailler dans la majorité présidentielle mais ont un candidat En Marche en face, et enfin des candidats qui ont un candidat En Marche en face d'eux et qui disent de toute façon, ce projet politique, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, c'est que nous pensons, je pense, qu'il ne permettra pas, sur le chômage, sur les inégalités, sur la pauvreté, sur la transition écologique et sur la quête et l'aspiration à la démocratie des Français, d'améliorer les choses. Donc d'un mot, moi je ne soutiendrai pas aujourd'hui ceux qui délibérément se mettent à l'écart de la gauche. La gauche, elle a besoin de se reconstituer sur de la clarté, et la clarté, ça suppose, sur les questions sociales, sur la question du travail, eh bien de dire des choses et de porter des idées claires, celles que j'ai défendues pendant les questions. Merci Benoît Hamon. Voilà.